Effervescence. 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 Donc ça c'est le petit chat domestique, ça c'est le gros guépard et ça c'est le gros chien. À votre avis, c'est quoi la plus grosse dent? Tu me montres la plus grosse dent? Là ça c'est le croc. C'est le croc. Et là, regarde. Comment elle est, cette dent? Tu peux me la décrire? Pointue. Elle est pointue, tiens. Alors déjà, une première question. Qui de vous a un chat? Ah. Qui a un chien? Ah. Nous avons donc des amateurs de chats. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler plutôt des chats. Donc, c'est effectivement, on va parler de domestication et on va parler félin. Mais félin, c'est plein de choses. Alors déjà, archéozoologue, donc archéozo quoi? À votre avis, les enfants, après je demanderai aux parents, c'est quoi un archéozoologue? Qu'est-ce qu'il étudie un archéozoologue? Dis-moi. Les choses sur les os, le corps, parce qu'il y a archéo, et c'est là parce que ça va dans les os, parce qu'il y a les os. D'accord, ça va dans les os. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Oui. Tu peux parler fort, fort, fort. Là, c'est l'archéologie des animaux, oui. Quels animaux? Les mammifères. Autre chose? Vous êtes tous d'accord? Alors, c'est un tout petit peu ça, mais pas complètement. En fait, l'archéozoologie est différente de la paléontologie. D'accord? Personne ne m'a cité les dinosaures, même si on en a un là, c'est bien, parce qu'en fait, on n'étudie pas du tout, là, qui est représenté en vert, on n'étudie pas du tout les dinosaures. On étudie les animaux, mais les animaux à partir du moment où l'homme a été là. Donc pour ça que les dinosaures, on ne s'en occupe pas. On étudie vraiment cette relation entre l'homme et l'animal à partir du moment où l'homme a été chasseur, il a pêché. Vous voyez, cet amphithéâtre qui est très beau, avec des belles peintures, illustre ces grands moments de l'histoire. Donc l'homme, il a commencé par chasser, il a ensuite pêché, et puis il est devenu agriculteur, et vous voyez, il a des troupeaux, et nous, on étudie tout ça. On étudie toutes les relations entre l'homme et l'animal. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on s'intéresse à ces éléments-là. Et le meilleur endroit pour raconter et étudier cette histoire, c'est dans ce que l'on trouve dans les sites archéologiques, parce que c'est là où on va trouver l'histoire. Alors quand on étudie la préhistoire, on étudie les sites préhistoriques, on trouve des tout petits morceaux d'os. Alors pas seulement que du mammifère, car des morceaux d'os, on en trouve aussi chez les oiseaux, chez les amphibiens, chez les reptiles. Donc tous ceux qui laissent des ossements, on peut les étudier. Après, au néolithique, le grand temps du néolithique, donc le début de l'agriculture, on a également d'autres éléments. On va étudier aussi donc les restes osseux. Et puis, plus on se rapproche de nous, quand on arrive à l'Antiquité, là, on commence à avoir de la chance, on a aussi des textes. Donc, on s'appuie sur les textes et sur les ossements. Et puis, plus on se rapproche jusqu'à aujourd'hui, on a des images, on a des textes, et on compare, on vérifie. Est-ce que ce que nous raconte l'histoire, c'est bien ce qu'on retrouve dans les sites archéologiques. Donc vraiment, on s'intéresse, on est assez généraliste et on s'intéresse à ça. Alors quand on est archéozoologue, souvent on nous demande « mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude ?» Alors quand on est archéozoologue, on peut être archéozoologue en ayant fait plein de choses. Souvent, on a commencé par s'intéresser à l'histoire, ou à la géographie, ou bien à la biologie. Tout dépend, il y a de multiples points d'entrée pour devenir archéozoologue. Donc vous voyez, on peut venir de plein de disciplines différentes. Ce qui est sûr, et là je m'adresse aux enfants, c'est qu'il faut s'intéresser à plein de choses, il faut être très curieux, il faut être un peu débrouillard, et puis il faut, parfois on fait des mathématiques, on écrit, donc il faut être un peu bon partout. Donc si vous voulez être archéologue, travailler dans toutes les matières, il faut même un petit peu être physique, parce que sur les sites archéologiques, c'est parfois un peu dur physiquement, donc ne laissez rien de côté, soyez bons partout les enfants. Vous pourrez devenir archéologue peut-être si ça vous intéresse. Donc voilà notre champ d'études. Donc c'est assez vaste. Certains de mes collègues sont spécialisés, parfois sur le poisson. J'ai des collègues qui n'étudient que le poisson, d'autres sur les oiseaux.
Moi, ma spécialité, sont plutôt les mammifères. Et il se trouve que j'ai travaillé beaucoup en Égypte pour étudier des cimetières, des nécropoles d'animaux, et notamment de chats et de chiens. Et les nécropoles d'animaux, là-bas, c'était par millions d'animaux. Donc c'est un beau terrain d'étude pour comprendre l'histoire de la domestication et raconter l'histoire des animaux. Alors, un félin ou des félins? C'est quoi un félin de toute façon? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Est-ce que quelqu'un... Un félin? Un exemple de félin? Oui. Un lynx, très bien. Et toi? Un tigre. Un tigre, ouais. Un chat, bah oui, un chat. T'en as d'autres? Un guépard. Un oslo. Très bien, ouais. Un lion. Oh, vous connaissez plein de félins. Un jaguar. Mais vous en connaissez vraiment beaucoup? Ben oui. Une panthère. Voilà. Donc vous m'avez cité des tout petits, puis des quand même très gros. Et un félin, qu'est-ce que c'est? C'est un animal. Alors au niveau, vous avez vu, il y a des petits, il y a des grands. Si vous allez voir l'exposition félin, vous allez en voir beaucoup. Donc il y a des tout petits, il y a des gros, il y en a qui sont tachetés, d'autres qui ont un pelage plutôt clair. On en a, vous voyez, avec des petites touffes de poils en haut des oreilles. En revanche, ils ont une caractéristique qui est commune sur leur forme. Et ils ont en général des membres, des pattes un petit peu longues, très fines, parce que ce sont des animaux qui se déplacent, qui ont un mode de locomotion et une course assez rapide. Ils ont surtout un crâne qui généralement est assez rond. Et ici, sur la table, je vous ai mis 3 crânes. Alors peut-être que ce côté-ci, vous ne les voyez moins. 3 crânes. J'ai pris des gros. Oui, les enfants, vous pouvez vous rapprocher. 3 crânes un petit peu gros. Et là, il y a 2 crânes de félin et un crâne qui n'est pas un félin. Quel est l'intrus? Ouais. Le gros qui est à gauche. Celui-là? Ça, c'est un intrus. Qui d'autre? Vous êtes tous d'accord? C'est celui-là qui est l'intrus? Hop, je montre. Voilà, hop, je pose. Hop. Tous d'accord? Eh bien, vous avez bien raison. Parce qu'ici, qu'est-ce qui les caractérise? Celui-ci, ouais. Vas-y. Il est rond, très bien. Oui, il a un museau qui est très court. D'autres? Eh bien, c'est ça, par rapport à celui-ci, qui lui a un museau. Il a un museau. Eh bien, c'est ça. Alors là, vous avez un guépard. Celui-là, ça c'est un crâne de guépard. Donc vous voyez, il est très rond, effectivement, vous avez raison, il est globuleux. Il n'a pas de museau. Et regardez, tous les félins qui n'ont pas de museau, ou ils ont un museau parfois très très court. Ils ont surtout des dents, finalement assez peu de dents, mais ces dents, elles ont une particularité, elles sont très tranchantes, parce qu'on dit parfois ce sont des carnivores, des carnassiers. Là, c'est un autre carnivore, mais il a un museau. Et à votre avis, c'est quoi? Criez-le-moi. Un chien, bien joué. Et c'est un chien, et vous voyez, c'est un chien avec une forme, on va dire, normale, parce que des formes de crâne de chien, vous pouvez en trouver de toutes sortes. Parfois, ils ont un museau très court aussi, sur des petites races. Vous avez des formes vraiment de chiens. Si vous regardez un bulldog ou si vous regardez un Saint-Bernard, la forme du crâne ne va pas être la même. Alors que pour les félins, il y a une particularité, c'est que ce soit un gros chat comme un guépard, ou que ce soit un petit chat comme ce petit chat domestique, et bien vous voyez, la forme du crâne, c'est absolument la même. Sauf que c'est plus gros. Le guépard est beaucoup plus gros. Donc chez les félins, chez les félidés, la famille des félidés, en fait, on a cette caractéristique d'avoir des crânes qui se ressemblent, mais qui sont plus ou moins gros en fonction de la taille de l'animal. Alors que chez les chiens, on va avoir une diversité de formes de crâne absolument extraordinaire. Donc il y a ça. Il y a également une autre... donc il y a des dents très très pointues. Vous voyez, on a des crocs. Et puis on a des petites dents qui sont réduites. On dit que la formule dentaire est assez réduite, avec une dent
très grosse qu'on appelle la carnassière. Et ces dents, elles sont très coupantes, elles sont en forme de lame, parce que les félins sont des carnivores, et ce sont des carnivores stricts. Le chien est un carnivore, il appartient à la famille des carnivores, mais on est bien d'accord qu'il mange d'autres choses. Il a une alimentation assez variée. Est-ce que vous pouvez me citer des carnivores qui ne mangent pas de viande? C'est bizarre, ça, hein? C'est bizarre, ça, hein? Le panda, c'est un carnivore? Ben si, le panda est un carnivore, mais il ne mange pas de viande. Donc en fait, c'est un petit peu la difficulté au niveau de taxonomie. Parfois, on utilise des termes qui sont parfois un petit peu ambigus. La grande ordre des carnivores, et bien à l'intérieur, on a des carnivores véritables, stricts. C'est le cas des félins. Et puis on a des carnivores qui ne sont pas tout à fait carnivores, voire même pas du tout, comme c'est le cas du panda. Donc voilà, on a une grande diversité, mais ce qui est sûr, c'est que les félins qu'on va regarder aujourd'hui, eh bien, ce sont des carnivores absolument stricts. Ils ont une autre chose que vous connaissez sans doute au niveau des pattes, les griffes. Vous pouvez me dire quelque chose sur les griffes? Ouais. À part le guépard. En fait, elles ont des griffes, effectivement, quand vous voyez une empreinte. Si vous avez une empreinte sans griffes, c'est un félin. Si vous voyez avec des griffes, c'est plutôt un autre carnivore. En fait, les félins ont effectivement des griffes rétractiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent les rentrer plus ou moins. Il y a effectivement certaines espèces qui les rentrent un petit peu moins, mais a priori, votre chat, s'il est sympa avec vous, il rentrera ses griffes. Alors, maintenant, on va passer au grand sujet, c'est quoi la domestication? Oui. C'est le fait d'apprivoiser un animal, qu'un humain apprivoise un animal. C'est le fait qu'un humain apprivoise un animal, oui. Est-ce que, toi? Ce sont des animaux qu'on adopte, oui. Des animaux qu'on dresse, oui, il y a plein d'idées là. Par là, toi, devant, tu sais pas? C'est quand on prend soin d'un animal. C'est très bien aussi. Hop, derrière. C'est le contraire du sauvage, ouais, c'est bien aussi. En fait, vous avez dit plein de choses vraiment intéressantes parce que la domestication, c'est quelque chose qui a commencé il y a maintenant très très longtemps. Le premier animal domestique, c'est le chien, qui est représenté là d'ailleurs. Donc c'est le chien, c'est le tout premier qui a été domestiqué. Et puis après, on a eu d'autres animaux domestiques. Donc les autres animaux domestiques après le chien, ça a été la vache, la chèvre, le mouton, tous ces animaux-là sont devenus domestiques. Et puis on a eu le chat aussi qui a commencé à être domestiqué. Alors est-ce que ça se fait comme ça tout de suite? On dit à un animal, ok, je te prends et tu deviens un animal domestique? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, on a déterminé qu'il y avait plusieurs temps dans la domestication et aussi que tous les animaux ne pouvaient pas être domestiqués. Il faut déjà qu'il y ait cette notion alors on utilise le terme barbare d'anthropophilie, c'est-à-dire qu'il faut que certains animaux acceptent la présence de l'homme. Alors, je vous donne un exemple chez les chats qui ne marche pas du tout, c'est le chat sauvage. Il y a en France des chats sauvages, alors ce n'est pas un autre chat qui est retourné à l'état sauvage, hein, c'est une espèce qui ne veut absolument pas être à proximité de l'homme. Donc on dit qu'il est anthropophobe et lui, il fait tout pour éviter l'homme. Le lynx, on aura du mal à le domestiquer parce que c'est pareil, il ne veut pas se montrer, il ne veut pas être à proximité de l'homme. Donc il s'efface et on le voit très peu. Donc pour pouvoir domestiquer un animal, il faut déjà qu'il vienne vers l'homme. Ça, c'est le premier temps. Après, cet animal, il peut être dans notre environnement, autour de notre maison, et venir manger dans nos poubelles. Il peut venir s'approcher de nous, donc on peut avoir une zone d'interaction. Donc ça, c'est une autre étape. Après, ces animaux, il y a un animal un petit peu sauvage, il est venu dans notre environnement, et puis on voit bien qu'on peut l'approcher, donc on peut le garder, voir s'il y a des petits, est-ce qu'on peut élever les petits? Donc on peut
progressivement, longuement les élever, les contrôler. Et puis on peut les rendre captifs. On peut les garder donc en captivité, les nourrir, voir si ils peuvent avoir des petits, donc les contrôler leur alimentation, contrôler leur comportement, et tout ça amène gentiment vers un processus, on appelle ça un processus de domestication, jusqu'à un animal donc on a gardé captif, et qui peut même devenir un animal de compagnie. Ça, c'est vraiment le bout de la chaîne. Le problème, c'est que certains animaux ne l'acceptent pas, que c'est long, que ça ne se fait pas partout, que toutes les espèces ne l'acceptent pas. Mais il se trouve que chez les félins, il y en a un qui l'a accepté, c'est le chat. Alors que d'autres espèces, c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est un processus qui est très long, qui s'est passé un petit peu partout sur la planète. On a domestiqué des animaux partout. Les hommes ont eu parfois la même idée, tiens, si on domestiquait telle espèce. Et puis, à un moment, les hommes se sont rencontrés. Tiens, moi, j'ai réussi à domestiquer telle espèce. Et puis, on échange des animaux, on échange des pratiques. Et c'est comme ça que, doucement et gentiment, l'histoire se construit. Alors, c'est un grand débat, y compris avec des collègues. Est-ce qu'un chat est domestiqué ou est-ce qu'il est apprivoisé? Domestiqué. Est-ce que vous voyez la nuance? Moi, je trouve que mon chat m'a très bien domestiqué. Mais de mon côté, je l'ai plutôt apprivoisé. C'est-à-dire qu'il vient quand il a envie, je peux lui donner à manger, mais s'il n'a pas envie de moi, il repart. Mais par contre, quand il tape à la porte parce qu'il a faim, je vais lui ouvrir la porte. Donc j'ai l'impression que le processus de domestication, là, il est un petit peu dans les deux sens. Et c'est, alors qu'une vache, elle ne va pas faire ça. On est vraiment dans de la domestication stricte. On va aller la nourrir. Elle peut nous montrer aussi une certaine forme de gentillesse, de tendresse, en s'en sauter, en voulant être grattée, mais ce n'est pas tout à fait la même relation. Et c'est vrai que cette notion, et on en discute avec des collègues, à ton avis, est-ce que c'est apprivoisé, est-ce que c'est domestiqué? Et j'ai remarqué qu'en général, les propriétaires de chats disent « Oh, il est apprivoisé », alors que les propriétaires de chiens disent « Ah non, non, le chat, il est domestique ». Donc c'est une petite nuance, mais comme quoi tout n'est jamais simple, et la science et le débat restent ouverts. En tout cas, on peut parler des deux. Alors, domestiquer des félins, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut leur demander d'entrer dans notre sphère finalement proche? Alors, ça a été le cas. On a beaucoup de représentations de félins, mais vraiment beaucoup, notamment des lions, souvent des lions d'ailleurs, avec ces crinières absolument extraordinaires. Alors quand je vous disais tout à l'heure qu'en tant qu'archéozoologue, on travaille sur des ossements, mais que c'est aussi bien d'avoir des représentations. Donc là, on a vraiment des représentations, il n'y a pas de doute, on est vraiment sur des lions. Ce qui importe là, vous voyez, le lion, il est quand même dans une posture un peu particulière, c'est que tout est montré pour que l'homme domine le lion. Le lion, c'est un animal très puissant, c'est un chasseur, c'est un animal dangereux. Oui. Mais après, là je sais, c'est Gilgamesh, c'est Gilgamesh, mais après, ça, c'est de la mythologie. C'est de la mythologie. Mais la mythologie est importante parce que ça donne une impression aux populations que quelque part, on domine l'animal. Alors, soit on le domine quand il est adulte, c'est-à-dire que là, on voit bien, il réussit à le capturer. Là, c'est un jeune, c'est un très très jeune lionceau qui est tenu dans les bras. Mais vous voyez qu'on montre qu'on est plus fort en fait que les animaux. On trouve également des félins dans les cirques. Vous savez, à l'Antiquité, dans les gladiateurs, il y avait des scènes où on luttait contre des grands fauves. Donc là, c'est une représentation de ce type de scène qui montre que, toujours de la même manière que sur les figurations précédentes, on veut montrer qu'on domine, on va réussir à combattre des animaux qui sont féroces et qu'on peut être plus fort qu'eux. Et finalement, le combat était, je ne suis pas certaine que le combat était vraiment égal, mais en tout cas, on a des représentations de ce type d'action. On en trouve également d'autres d'un autre type, et là on a des guépards, comme vous pouvez le voir. Le guépard est un animal qui a été utilisé comme auxiliaire, c'est-à-dire qu'on l'a domestiqué, mais pas en tant que gros matou qu'on va caresser, mais parce qu'on en avait besoin, on avait remarqué
qu'il était très fort pour chasser. Donc on l'a domestiqué, vous voyez, on le tient même en laisse, et on l'emmène à la chasse pour le lièvre, à la chasse pour des gazelles. Et donc c'est un auxiliaire de chasse. Alors là, ce sont des représentations anciennes, mais sachez que encore aujourd'hui, en Afrique, il y a des chasses où on utilise le guépard comme auxiliaire de chasse. Donc des gros chats qui sont domestiqués, mais pour un usage autre. Alors la connaissance des félins, hein, donc là vous avez des représentations qui sont un petit peu, c'est pas très joli, hein, vous êtes d'accord? Surtout celui à droite. En fait, on lui a fait une tête d'homme. C'est pas très réussi. Et puis l'autre, on dirait, c'est un mélange entre un ours et un truc un peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est qu'au XIXe siècle, on a commencé à créer donc des ménageries. Alors, il y a eu des ménageries dès l'Antiquité, hein, mais il y a eu plus de ménageries à cette époque-là, ce qui a permis, notamment en France, ça nous a permis de connaître ces grands félins, ces grands fauves qu'on ne connaissait pas avant, parce qu'on n'en avait pas dans notre environnement. Donc, une meilleure connaissance de ces animaux, et puis de voir leur dangerosité ou pas. Je vais vous citer l'exemple à la ménagerie de Versailles. Donc, au château de Versailles, il y avait une grande ménagerie où il y avait des animaux vraiment sauvages. Il reste assez peu de choses hein, aujourd'hui de cette ménagerie en termes d'animaux représentés. Si vous allez à la Grande Galerie de l'Évolution, vous verrez le rhinocéros qui était conservé dans cette grande ménagerie. Mais il y avait aussi un lion. Et Daubenton, qui était un des grands naturalistes du muséum, écrit des choses un petit peu rigolotes sur ce lion, enfin rigolotes de mon point de vue, qui ai lu ses écrits. En fait, il raconte que ce lion, il est là, il est quand même tout triste hein, derrière sa cage, parce que, bon, évidemment, on ne savait pas bien qu'il fallait avoir de grands espaces pour qu'il soit heureux. Donc, il était dans une petite cage, qu'il n'était pas très heureux, mais il s'était pris d'affection d'un chien. Et donc, ils jouaient beaucoup ensemble et qu'ils trouvaient ça très émouvant. Alors, vous voyez, une connaissance de la nature qui n'était pas encore parfaite, mais ils trouvaient ça très émouvant et ils se demandaient si on ne pourrait pas utilement les rapprocher et peut-être avoir des lions domestiques. Si on ne pouvait pas faire un petit quelque chose pour même croiser, pourquoi pas croiser les deux espèces. Alors, un chien et un lion, ce n'est pas possible. Pour avoir des chiens-lions, puisqu'on a des chiens-loups. Donc, on pourrait avoir des chiens-lions. Bon, alors la science avançait, hein, on a découvert beaucoup de choses depuis, mais vous vous rendez compte qu'on ne pouvait pas faire ce genre de choses. En tout cas, on a vu dans les ménageries, toutes les ménageries voulaient absolument avoir leur lion. Comme aujourd'hui, toutes les ménageries veulent avoir leur éléphant, eh bien, c'était un des animaux phares et c'est resté pendant très longtemps l'animal absolument extraordinaire il fallait qu'il ait une belle crinière. Donc, il y a eu beaucoup de représentations. Un autre endroit où on a jusqu'à présent, enfin jusqu'à peu de temps encore beaucoup de fauves, ce sont les cirques. Là, voilà une représentation d'une ménagerie avec une dresseuse. On a beaucoup de ménageries qui ont existé, dans lesquelles il y avait des collections, surtout de lions. On a vu apparaître doucement donc, des tigres aussi, et notamment des tigres blancs. En fait, on y montre aussi l'extraordinaire dans ces ménageries. Un tigre blanc, un lion blanc, dans la nature, est-ce que c'est possible pour vous? Vous en avez déjà vu? Techniquement, albinos, on peut en voir, mais après, c'est très rare. Et puis, même si c'est dans la nature, c'est quasiment impossible qu'ils survivent. Voilà, toi, tu es très calé dessus. Oui, effectivement. En fait, dans la nature, c'est impossible pour lui de survivre. Pourquoi est-ce que les animaux ont ces couleurs-là? C'est parce qu'ils vivent dans un milieu où il y a ces couleurs-là. Si vous mettez donc dans du sable, hein, les lions, ils sont plutôt dans des environnements déjà avec des grandes herbes, plutôt du sol avec du sable, ils passent inaperçus. Si vous mettez tout blanc, c'est comme si vous lui mettez une grosse croix dessus en disant elle est là. Vous pouvez venir consommer, il y a là quelqu'un à manger, on le voit trop. Donc ce sont des animaux qui ont très peu de chances de survivre dans la nature. C'est pour ça que finalement dans les zoos, dans les ménageries, ça ne pose pas de problème, mais dans la nature en fait c'est extrêmement rare qu'ils puissent survivre. Donc on les voit dans des zoos, dans des ménageries, ça s'est beaucoup fait.
il est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de est-ce qu'on peut encore présenter des animaux dans des ménageries et dans des zoos, puisque la place pour qu'ils puissent, ils ont besoin d'un espace vital quand même assez important, n'est pas toujours idéale. En même temps, ces animaux-là, en général, sont nés ils ne sont pas nés dans la nature, ils sont nés souvent à l'intérieur du cirque, à l'intérieur du zoo. Donc en fait, ce n'est pas si facile que ça de dire non, il faut les relâcher dans la nature. Dans certains cas, ces animaux ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Et le chat dans tout ça, parce qu'on a vu que des gros, ben oui, on a vu surtout des gros. Alors est-ce que ce chat-là, surtout celui-là, à votre avis, c'est un animal de pouvoir? On sent que pas trop. C'est pas, voilà, il ne fait pas très peur. Auxiliaire de chasse, à votre avis, est-ce que c'est un auxiliaire de chasse? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut l'utiliser pour chasser? Tu as une idée, toi, là-bas? Non? Toi? Non. Toi? Non. Un adulte? Oui. Et quoi? Les souris. Eh oui, les souris, oui. Aussi les oiseaux. Et aussi les oiseaux. Alors, on va distinguer les deux. Oui. Oui, les rats, les rongeurs. Alors, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, le chat, pourquoi est-ce qu'on a domestiqué le chat? Et quand est-ce qu'on a domestiqué le chat? Eh bien, on a domestiqué le chat quand on a commencé à devenir agriculteur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on est devenu agriculteur? Eh bien, on a mis du blé, on a mis le blé dans des silos ou dans des greniers. Et qu'est-ce que ça a attiré? Les souris, des souris, des rats, des rongeurs. Et donc, problème, qu'est-ce qu'il fallait pour tuer ces rats et ces souris? Eh bien, des chats. Et c'est comme ça que les chats, je vous ai dit tout à l'heure que les chats avaient besoin, on commençait à domestiquer quand ça s'approchait des habitations, et bien les chats se sont approchés des maisons pour chasser les souris. Et l'homme a vu que c'était très utile pour ça, et donc il a commencé à domestiquer le chat. Donc ça s'est fait comme ça. Alors les oiseaux, puisque tu as cité les oiseaux, alors là, c'est plus un problème. En fait, on aimerait bien que le chat domestique ne tue pas les oiseaux. Là, on ne l'utilise pas pour tuer les oiseaux, on l'utilise vraiment pour tuer les souris et les rats. Et c'est d'ailleurs très souvent utilisé encore aujourd'hui. Ça, c'est une des caractéristiques. On a commencé à le domestiquer donc, il y a très longtemps pour chasser les souris, et on continue à l'utiliser pour chasser les souris. Il n'a jamais changé de fonction. Vous pouvez demander aux boulangers, ils ont en général des chats pour chasser les souris qui viennent dans les boulangeries manger le grain. Donc c'est encore, cette fonction-là est encore très importante et très forte. Vous avez ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, alors je vais prendre mon petit bâton. Vous avez ici quelque chose, une scène assez incroyable et extraordinaire. C'est une tombe. Bon, c'est pas très gai, d'accord. Ici, vous avez un squelette d'homme. Et ici, un squelette de chat. En fait, cette tombe se trouve sur l'île de Chypre, et c'est le site de Chiliroukombos, qui est un site qui date d'à peu près 7000 ans. Et c'est la première fois qu'on trouve dans une même tombe un homme et un chat. Alors ça, c'était vraiment très intéressant pour nous archéologues, parce que jusqu'à présent, on pensait que la domestication du chat ne s'était pas passée à cet endroit-là. Alors, il faut que vous imaginez, Chypre, c'est une île de Méditerranée qui est très loin de la côte. Le chat, il n'y va pas en nageant. Donc, ça n'est pas possible que le chat soit allé tout seul sur l'île de Chypre. Ça, c'est absolument impossible. L'autre chose, donc il a été forcément apporté sur l'île. C'est la première fois qu'on trouve un chat dans l'histoire de l'humanité, associé à l'homme, c'est la première fois qu'on en trouve un. L'autre chose, c'est qu'on l'a enterré avec un homme. C'est pas anodin. Est-ce qu'en général, quand on meurt, on est enterré, mais pas forcément avec des animaux. Quand on est enterré avec des animaux, c'est qu'il y a quand même quelque chose, il y a une relation particulière qui est très forte. Là, qu'on ait fait une place, qu'on ait mis une sépulture, on ne l'a pas jeté en vrac, on l'a bien enterré, il est bien installé
dans une tombe d'humain, ça veut dire qu'il y a un lien particulier entre cet humain et cet animal. Et donc c'est la première trace. Alors c'est là où on revient au débat, est-ce qu'il est domestiqué, est-ce qu'il est apprivoisé, il y a débat. En tout cas, c'est la première fois qu'on a une trace d'un animal, d'un chat, associé à l'homme. Et c'est pour ça qu'on date donc la première domestication du chat d'il y a 7000 ans et qu'elle se serait produite à Chypre, sur l'île, dans le site de Chélérocombos. Donc ça, c'était une découverte absolument fondamentale du point de vue de l'histoire de la relation entre l'homme et le chat. Alors je vous l'ai dit, hein, en fait, on connaissait quand même, on pensait, jusqu'alors, jusqu'à cette découverte, qui est finalement assez récente, on pensait que le chat, la domestication du chat, s'était faite en Égypte. Oui. Juste, mais s'ils ont ramené le chat, c'est qu'il y avait quand même un intérêt particulier sur l'île de Chypre. Chasser des souris, mais étant donné que si le chat ne pouvait pas nager jusqu'à l'île, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de souris non plus, parce que les souris sont encore plus petits. Alors, ouais. Je fais part à tout le monde de la... La question, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a apporté à Chypre, en fait, ce chat? Pourquoi est-ce qu'on l'a apporté? Eh bien, on l'a apporté parce qu'on est venu en bateau. Et sur les bateaux, il y a souvent des rongeurs. On amène aussi des rongeurs. Et puis, en fait, il y a des rongeurs aussi sur l'île de Chypre. On parle toujours souris et rats. Alors, il y a des souris. Il n'y a pas qu'une souris. Hein. Il n'y a pas que la petite souris grise qu'on connaît. Il y a des souris sauvages aussi. Il y en avait déjà aussi sur l'île de Chypre. Il y avait plein de rongeurs. Donc, en fait, on l'a sûrement apporté à Chypre pour la même raison, parce qu'on avait besoin de protéger en fait, les réserves de grains. En fait, c'était la même raison, mais là, on savait qu'il était vraiment utile. Donc, c'est-à-dire que la domestication, on le trouve là, mais je suis d'accord avec toi, il y a sûrement d'autres endroits où il était domestiqué et on ne sait pas encore où et on n'a pas encore trouvé le site. C'est pour ça qu'on cherche beaucoup encore, mais sur le continent à ce moment-là. Et donc, sur le continent, en fait, on avait pensé pendant très longtemps que la domestication va avoir lieu en Égypte. Alors là, pour le coup, c'était sur une période qui est plus près de nous, parce que là, on en a trouvé, mais alors beaucoup. Alors, on en a trouvé figurés. Alors, félins, vous voyez, il y a des têtes de chat, il y a des statuettes, et puis on a à gauche, alors c'est un bel exemple de momie, c'est une belle momie, hein, mais dans la réalité, sur le terrain, en général, elles ne sont pas aussi jolies, je peux vous le dire. Et on a des sépultures complètes, des sites composés, mais de millions de momies de chats. Pour imaginer ça, c'était par millions. Donc, on a des grandes nécropoles. Alors, pourquoi ces millions de chats? C'est parce qu'on les offrait, c'est une offrande aux dieux. On allait acheter, enfin, les pèlerins venaient avec leurs chats qu'ils faisaient embaumer, et dans ces cas-là, ils sont bien traités, hein, on les a embaumés dans une belle momie, la momie est plutôt jolie, les bandelettages sont assez soignés. On peut les retrouver aussi dans des petits sarcophages, dans des petits cercueils, parfois en forme de chat. On a des statues comme ça, mais on a également des petits sarcophages en bois creusés, et à l'intérieur, on trouve un reste de chat. Et puis, donc la réalité, c'est plutôt ça, mais on trouve également des momies, alors comme des gros paquets, et dans lesquels on va trouver plein de chats. Donc c'est toujours... alors on les radiographie. Donc moi, mon travail, ça a été ça, c'était d'identifier tous les chats qu'il pouvait y avoir. Est-ce que c'était des chats sauvages? Est-ce que c'était des chats domestiques? Est-ce que c'était d'autres chats? Parce qu'on pense à ce chat-là, mais peut-être qu'il y avait d'autres chats. Et c'est le cas d'ailleurs. Et sur le site sur lequel j'ai travaillé, qui est sur le site du Boubasteyon, on a trouvé donc des petits chats. Des chats beaucoup plus gros, donc une autre espèce qui est vraiment plus conséquente, et jusqu'au lion, puisqu'on a trouvé aussi un squelette de lion. Donc en fait, tout ce qui était félin était déposé dans cette nécropole, qui était une nécropole dédiée à la déesse Bastet. Et Bastet, c'est une déesse protectrice, notamment pour la récolte. Les chats, ils font plein de petits, il y a plein de petits chatons. Et donc on se disait que c'était quelqu'un pour la fertilité, donc aussi bien pour la fertilité des sols que pour la fertilité des femmes. Et donc des femmes venaient offrir pour espérer avoir des enfants. Donc on offrait des chats. Alors il y a ça pour d'autres espèces, mais comme le thème d'aujourd'hui est plutôt sur les félins, donc ces chats, on en trouve en très très grand nombre. Il y avait donc des élevages pour faire ces momies. Donc quand les chats mouraient, on les momifiait et les pèlerins achetaient ces momies pour les offrir.
Alors, il y en a des très jolis, il y en a des moins jolis en fonction de l'argent qu'on donnait. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu toute la diversité que l'on peut retrouver. Et aujourd'hui, quand on fouille donc, ces sites-là, on se retrouve face à des empilements, mais vraiment des empilements, parfois pouvant aller jusqu'à 2 mètres, 3 mètres de haut, de momies de chats décomposées. Alors pour moi, en tant qu'archéozoologue, je trouve ça très beau. Mais franchement, moi je préfère quand la momie elle est décomposée, parce qu'au moins je peux étudier les ossements, et puis comparer, mesurer, faire des analyses pour savoir est-ce que c'est un chat domestique, sauvage. Moi je préfère cette forme-là. Cette forme-là, c'est très très joli. Comment est-ce qu'on peut les étudier dans ces cas-là, à votre avis? Comment est-ce que je peux faire pour étudier cette momie? La radiographie. Alors effectivement, on fait des radios, alors des radiographies sur le terrain, mais également aujourd'hui, de plus en plus, on fait des IRM, donc on a des reconstructions 3D, et ce qui nous permet d'accéder comme ça à toute l'information qu'il y a sur les chats à l'intérieur. Donc vous voyez, quand je vous disais, quand on est archéologue, on peut faire plein de métiers, plein de choses, on peut aller jusqu'à analyser des radiographies pour mieux comprendre ces animaux. Donc comment est-ce qu'on les a positionnés? Est-ce qu'on les a bien installés? Est-ce qu'ils sont complets? Parce que quand on a des très jolies momies comme ça, et bien parfois on est surpris, parce que dedans, en fait, il n'y a pas de chat. Ça ressemble à un chat, mais il n'y a pas de chat dedans. Parfois, on a un grand chat. Parfois, on va avoir plein de petits chats, des chatons. On va avoir 6, 7 chatons, je ne sais pas pourquoi, ils en ont mis beaucoup. Et puis parfois, on a juste un os. C'est comme si on avait un chat, donc c'est un peu pareil. Donc voilà le genre de choses que l'on peut retrouver. Là, on est donc en Égypte. Là, on revient à quelque chose de plus récent. Et vous voyez, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Bon, on a à la fois les oiseaux, donc tu avais raison, hein. On a un chat avec des oiseaux, mais on a surtout un chat avec des rongeurs. Donc là, on est vraiment dans l'usage du chat avec les rongeurs. Donc le chat est avant tout et principalement un animal qui sert à tuer les rongeurs. C'était également la même chose hein, en Égypte. On l'a beaucoup utilisé aussi hein, pour chasser les rongeurs, mais c'est encore plus marqué dans notre culture. On le retrouve souvent figuré avec des rongeurs. Alors le chat, il est au Moyen-Âge, hein, il est à la fois très aimé et puis pas très aimé, il fait un peu peur. On l'assimile, alors il a le côté bénéfique, c'est le chat qui sauve les récoltes et qui sauve tout ce qu'on a à la maison. Il fait un peu peur aussi, parce qu'on dit aussi que le chat, il est quand même avec les sorcières, surtout s'il est noir. Donc, les chats noirs vont avec les sorcières. Donc, il a un statut parfois un petit peu ambigu, mais qui est passionnant à étudier du point de vue de l'histoire et des relations entre l'homme et l'animal, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le chat et qu'on trouve qu'il n'est pas bien, il est avec les sorcières? Il n'y a aucune raison. Et en fait, nous, archéozoologues, on se passionne pour ces histoires-là, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on raconte ça, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui a fait qu'on a raconté cette histoire-là, et on cherche des éléments pour dire mais c'est n'importe quoi, ou expliquer qu'il y a des histoires qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, et raconter la vraie histoire des animaux. Alors l'histoire du chat aussi, elle continue à se raconter, et elle se raconte aujourd'hui avec ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le livre des races. On continue. Alors, il y avait ce chat-là avant, c'était un chat, vous voyez, à rayures, on ne peut plus basique, hein, celui qu'on connaît, qu'on appelle le chat de gouttière, qu'on voit à peu près partout. Et puis, on a commencé à avoir des chats avec des couleurs un petit peu particulières, des formes un petit peu particulières, un petit peu plus de pelage. Donc là, c'est aussi dans la domestication. Au bout d'un certain temps, on commence à s'intéresser non pas à la fonction, c'est-à-dire que l'animal va nous aider, mais aussi au côté plutôt joli de l'animal. Et donc, on va chercher à créer des races. Et donc là, vous avez toutes sortes de races. Alors, des chats qui ressemblent quand même au premier chat domestique. Hein. Le premier chat domestique... Est-ce que je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, à votre avis, donc on a parlé du chat sauvage tout à l'heure, à votre avis, le chat domestique, est-ce qu'il vient du chat sauvage? Oui? Oui? Et les adultes? Il y a quelqu'un qui dit non.
C'est exactement ça. Et je vous l'ai dit au tout début, je vous ai donné un indice. Le chat sauvage, donc Felis sylvestris, est anthropophobe. Donc lui, il ne veut pas être approché. Et d'ailleurs, il n'a pas été domestiqué. Notre chat domestique, vos chats domestiques, tous ces chats-là ne descendent pas du chat sauvage qu'on trouve, par exemple, en France, mais descendent du chat qu'on va trouver au Proche-Orient, qu'on appelle le chat ganté, qui est Felis sylvestris libica, pour son nom scientifique. Tous ces chats-là descendent de ce chat ganté qu'on trouve au Proche-Orient, donc à Chypre, et même qu'on trouve en Égypte. Ganté. G-A-N-T, le chat ganté. Alors, il y a eu une autre tentative de chat, de domestication du chat en Asie. Il y a toujours un peu la bataille entre Proche-Orient et Asie. En Asie, ils ont cherché aussi à domestiquer un chat, qui est le chat du Bengale, mais ce n'est pas ce chat-là qui a réussi à créer toutes ces fabuleuses races. Il y a eu une domestication locale, ça s'est généralisé en Asie, mais ce n'est pas lui qui a servi à créer toutes ces races-là. Donc ce qui est assez fascinant, c'est quand même de penser que toute cette diversité, vous la trouvez à partir d'un chat qui est quand même un chat avec des rayures gris ou brun, mais en tout cas, voilà ce que l'homme arrive à faire par des croisements. Et pour aller même plus loin sur cette création des races, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez récent. Je vous ai dit que le chien, c'était vraiment l'animal le plus ancien, domestiqué. On l'a domestiqué il y a 18 000 ans. On a vu apparaître des races de chiens très tôt. Même à l'Antiquité, on voit sur des figures, et même dans les ossements, on retrouve des petites races de chiens. Et on a commencé à créer des races, donc à faire des livres de races, des standards assez tôt, puisque c'est en 1885 qu'on a créé ce qu'on appelle la LOF, qui est le livre officiel des races, pour les chiens. À votre avis, pour les chats? Je ne vous demande pas la date exacte, mais à votre avis, c'était fin du 19e siècle, début du 19e siècle, au moment de la guerre, après la Première Guerre mondiale? Vous êtes tous d'accord? Je sens que je vais vous étonner. 1996. Création du livre officiel des races de chats. Donc c'est extrêmement récent et c'est quelque chose qui fixe donc tous les caractères des races. Donc il y avait déjà des races qui existaient, on est d'accord, mais vraiment ce contrôle. Vous voyez, on est sur une histoire qui s'écrit encore et c'est ça qui est fascinant, y compris avec les félins, c'est qu'on n'en a pas fini avec eux et jusqu'à aujourd'hui, peut-être même demain, on va continuer. Alors pour le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est vrai qu'on a des chats qui sont trop mignons, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas parfois aller trop loin, parce qu'on crée des animaux qui sont fragiles, et donc, par des croisements un petit peu excessifs, on va trop loin. Ces chats-là, on leur demande de rester des chats, c'est-à-dire qu'on leur demande de continuer à chasser des souris en évitant les oiseaux, on va être d'accord. Et on leur demande de continuer à être mignons, à ronronner. Mais n'oubliez pas que ça reste des félins et donc que ça reste des carnivores, que ça reste des animaux. Ils ont une part de sauvage en eux et qu'il ne faut pas trop les renfermer. Il faut les laisser aller découvrir, jouer, s'agiter parce qu'ils en ont besoin pour leur équilibre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre et avoir en tête sur l'histoire des félins. Et donc pour finir, parce qu'il y a plein de livres, il y a eu plein de choses qui sont sorties à écouter, donc il y a effectivement un podcast de bestioles qui est consacré, vous avez des ouvrages que Jeanne-Marie vous montrera, et ce que je voudrais, c'est si vous voulez les enfants venir voir les crânes, je peux vous les montrer, mets ton doigt dessus, passe ton doigt dessus, ça pique quand même. Ça pique pas? Ça pique pas? Non. Ah bon, toi ça pique pas, regarde, t'as vu c'est très coupant, hein? Tiens,